Mesdames, Messieurs, bonsoir. Abbas Kaboua est un personnage politique de volet assez prolixe, dont on connaît bien la verve. Président national du MRC, Mouvement des Républicains centristes. Abbas Kaboua, qui n'a pas sa langue dans la bouche, est l'invité de Accord Robert ce soir sur Africa TV Radio, qui émet depuis Munich en Allemagne. Abbas Kaboua, une fois de plus bonsoir et bienvenue à cette émission. Je vous en prie. Avant d'accueillir notre invité, je vais vous présenter mon confrère qui va nous aider à questionner Abbas Kaboua. Steve Nembo, bonsoir et ministre de Triangle. Bonsoir Edibé, bonsoir Président, c'est un plaisir toujours d'être là et nous passons certainement de bons moments. Abbas Kaboua, bonsoir. Bonsoir. Nous savons que votre agenda est très chargé. Il faut dire que nous avons la chance de vous avoir dans cette émission. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous fait courir en ce moment dans les différentes métropoles occidentales? Oui, je vous remercie. Vous savez que pour nous, la 6e région togolaise, parce qu'au Togo, il y a 5 régions économiques. La 6e région économique du Togo, c'est bien la diaspora togolaise, à l'extérieur. C'est notre 6e région et la plus importante. Alors, nous avons toujours accès et associé la diaspora à toute la lutte de libération. Je dis bien la lutte de libération, parce que pour nous, entre la lutte de libération du peuple togolais et la conquête du pouvoir, nous ne nous retrouvons pas. Ce schéma, ce n'est pas nous, notre schéma, ni au MRC et au regroupement dont nous apportons désormais, qui s'appelle Tchogoé. Pour nous, libérer le peuple, c'est une chose. Maintenant, faire la lutte de conquête du pouvoir, c'est une autre chose également. Parce que si vous mettez les deux, vous faussez le travail que vous faites. Alors nous courons en ce moment pour expliquer à cette 6e région, qu'est la diaspora togolaise, le bien fondé de notre position. Nous avons dit que si nous n'avons pas un bon cadre électoral au Togo, il n'y aura pas d'élection. Justement, parlons-en, Président, permettez-moi de revenir à une préoccupation. Vous parlez déjà de revoir le cadre électoral. Nous avons eu sur plusieurs fois parler des réformes. Pourquoi estimez-vous qu'il y a cette nécessité qu'il y ait des réformes avant d'aller aux élections? Je vous remercie. L'Afrique a longtemps souffert de ce genre de problème. Au Togo, nous avons une constitution que le pays s'est dotée en 1992. Et dans cette constitution, il est précisé que nul ne pourra faire plus de 2 mandats de 5 ans au pouvoir. Mais il s'est fait qu'en 2002, feu président Yadema a fait toiletter, ça c'est d'exit, le langage qu'ils ont employé à l'époque, cette constitution qui désormais ne limite plus de mandat. Et pourtant adoptée par vous? Non, justement, pas par nous. Parce que nous n'étions pas à l'Assemblée et l'Assemblée était monocolore. C'était uniquement 81 députés du parti RPT qui est devenu aujourd'hui Unir le Fils à transporter. Donc, au moins, c'est comme si on enlevait le chapeau à Pierre pour le reporter à Paul. Donc, cette constitution était unilatéralement toilettée. Le mode de scrutin prévu dans l'ancienne constitution était de 2 tours. Aujourd'hui, ils ont ramené un tour uninominal. Le fichier électoral togolais, personne ne le connaît. Nous nous sommes rendus compte, dans nos recherches, quand je dis nous, le parti dont je préside les destinés, dans ces enquêtes, s'est rendu compte que le fichier électoral est pipé. Il est corrompu de plus de 350 000 électeurs fictifs, c'est-à-dire que virtuels. C'est des cadavres, c'est des gens qui n'existent pas, c'est des gens peut-être qui ont 3, 4, 5, voire plus de cartes d'électeurs. Au Togo, les mineurs de 9 ans votent. Il ne faut pas avoir la langue de bois. Les mineurs de 9 ans votent au Togo. Alors, nous nous sommes dit non, dans ces conditions, si nous laissons faire cette année 2015 encore, les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous aurons encore des cadavres. En 2005, nous avons eu 1114 cadavres. Cette fois-ci, ça peut être multiplié par 10. Parce que, vous voyez, regardez un peu ma tête, vous verrez que j'ai des cheveux poivre-sel.
vous avez vu que ma génération également est en train de disparaître. Et nous ne verrons pas quand même cette joie-là de rétablir un temps soit peu, un semblant, comme nous ne disons pas la démocratie, parce que c'est un mot bien fort d'abord pour les Africains. Mais commençons par le commencement. Voilà. Ça veut dire, dotons-nous de lois propres. Dotons-nous des institutions fortes, comme l'a dit Barack Obama, quand il est passé à Accra. Donnons-nous les moyens de faire propulser nos pays. Ce n'est pas un vain mot quand on parle de démocratie. Le pays, l'Afrique est riche quand même. L'Afrique est riche de par ces hommes que vous êtes, vous et moi. Oui. L'Afrique est riche de par ses ressources naturelles. Mais vous trouvez normal qu'une famille prenne en otage un peuple pendant 50 ans? Le père a fait 38 ou 40, le fiston vient par une baguette magique. Vous savez comment M. Faure est arrivé au pouvoir? Le 5 février 2005, vers 19 h, les militaires ont commencé par envahir la télévision togolaise et on a vu tout le monde se mettre au garde-à-vous. Le ministre de la Défense, qui était un général, personne n'âme, il est mort aujourd'hui. Et le chef d'état-major avec tout le haut commandement, en 24 heures, la constitution togolaise a été tripatouillée 24 fois, s'il vous plaît, par quelqu'un qui est qualifié de très intelligent en France, Charles Debache. Moi, je ne pense pas qu'il soit très intelligent, pour un escroc. Alors, de députés et de ministres, M. Faure Gnassingbe est devenu député en 24 heures, ça c'est oui. Il était ministre dans le gouvernement de son père, il est redevenu député à l'Assemblée nationale, président de l'Assemblée nationale, et puis proclamé président de la République d'aller terminer le mandat de son père. Monsieur le Président, voilà, tout à l'heure cette discussion. Oui. Mais j'ai une petite préoccupation. Oui. Vous n'avez jamais caché que vous étiez très bien avec le président général. Oui. Alors, quelle était la nature de vos relations? Voilà. Et ça remonte à très longtemps, en réalité. Parce que il y a un nom que je vais vous donner, peut-être si vous êtes congolais, vous comprendrez. Feu colonel Kdjandan Adéry. Son nom, il y a un grand quartier de l'Ouest qui porte son nom. C'était le grand frère de mon père. C'est ce monsieur qui était le commandant du magasin d'armes sous feu président Sylvanus Olympio, qui lui a fait confiance. C'est lui qui a pris la clé, a mis dans la cellule, a ouvert, et ils ont pris les armes pour aller tuer ce dernier. C'est pour vous dire. Oui. C'était le grand frère de mon père. Et donc, il y a des gens m'a pris, évidemment, en estime, quand j'ai arrêté mon grand-papa. Mais je crois qu'il y a des gens, on était très, très, très bien. Je lui parlais comme je vous parle. Je lui disais les incongruités dans sa façon de gérer. Je lui disais ce type de personnalité dont je ne suis jamais pu me faire. Et oui, mais chose bizarre, je n'ai jamais eu la carte de son parti qui s'appelait Rassemblement du peuple togolais, RPT. Je n'ai jamais eu cette carte-là. Et je mets au défi celui qui peut aller dans les archives me sortir cette carte. À moins que le cadavre ressuscite et puis qu'il me signe ma carte d'adhésion. J'ai jamais. Et un détail pour terminer, j'étais en exil quand il mourait. J'ai gagné les élections législatives par 2 fois à Lomé. Et vous pouvez demander, n'est-ce pas, au maître Zessa Javon, puisqu'il était sur cette même circonscription électorale, la 5e, et il m'a dit, petit frère, va, moi je ne veux plus, je suis fatigué. 2 fois, par 2 fois, ils ont annulé le résultat. Après m'avoir félicité, évidemment, et j'ai réagi, mais ça m'a coûté ce que ça veut. Je suis rentré dans le Ghana en culotte. Voilà. Mais je ne l'en veux pas. Vous savez, c'est la politique. Il n'est plus vivant aujourd'hui. Mais seulement, je dis à son fils, il est venu dans des conditions qui ne sont pas propres. Il n'a qu'à se conformer à la situation. M. Faure Gnassingbe ne peut pas battre quelqu'un dans une élection propre. Oui, il ne peut pas. Président, au début de cet entretien, vous avez parlé de Tchoboué. Simplement. Vous avez parlé aussi, vous aviez le projet CAP 2015. Qu'en est-il entre Tchoboué et CAP 2015? Quelle est la réalité sur le terrain à la veille des élections prévues pour le mois prochain? Je vous remercie. C'est une très bonne question. Parce que ça va permettre de situer désormais toute la diaspora, aussi bien de l'Allemagne que d'ailleurs en Europe, et voire même d'Amérique.
nous étions hier membres de CAP 2015. Et nous étions alors 11 partis politiques au départ. Après, on est tombé à 8 pour choisir un candidat unique. Nous nous sommes dit que pour ne pas tomber dans le piège du gouvernement à la veille des élections, d'ouvrir au niveau des réformes et nous donner 10 jours pour faire une campagne, comme en 2013, ça a été fait lors des législatives. Il vaut mieux choisir le candidat et on sait que ça c'est réglé pour nous. Maintenant, on fait face aux réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales. Le candidat était d'accord. Mais, chemin faisant, nous n'avons pas pu obtenir ce que nous voulons. Le candidat n'ayant pas eu le feu vert de CAP a démarré sa pré-campagne. Et mon parti est monté au créneau de non, c'est pas ce que nous avons dit. Nous avions dit, sans les réformes, il n'y aura pas d'élection. Même s'il faut aller, ou il faille aller à ces élections, il faut qu'on se retrouve autour d'une table pour nous mettre d'accord. Je ne me vois pas, je suis un légaliste, je ne mange pas mon totem. J'ai dit quelque chose au peuple, les gens nous suivent. Nous avons dit, sans la réforme, nous n'irons pas à ces élections. Il ne fallait pas démarrer une quelconque campagne. Parce que quand vous faites ça, vous déséquilibrez et vous installez le doute dans la tête de l'électeur. Et c'est ce qui se passe à l'heure où je vous parle. J'ai dit tantôt qu'il ne faut jamais associer une lutte de libération à une lutte de conquête du pouvoir personnel. Je voudrais dire que l'opposition va en rang dispersé. Vous serez même surpris que je vous dise qu'aujourd'hui au Togo, l'opposition est plurielle. Il y a 4 oppositions au Togo aujourd'hui. Il y a le CAP 2015 qui participe à l'élection présidentielle annoncée. Il y a le CAR, le comité d'action pour le renouveau de Maître Yaovi Aboibo, qui compte 5 députés à l'Assemblée nationale, qui appelle purement au boycott passif, de ne pas du tout sortir pour voter ou pour aller à ces élections. Il y a maintenant le 3e groupe qui est le nôtre, Toboé, où vous retrouvez tous ceux qui sont fâchés avec le premier groupe qui a usé de toutes les subterfuges et d'escroqueries politiques. Il faut dire le nom. Parce que nous sommes en face des femmes et des hommes qui veulent savoir et comprendre ce qui se passe. Donc ce groupe s'oppose fermement à ce qu'il y a élection. Nous sommes dans la dynamique d'un boycott actif. On veut passer par tous les moyens légaux, y compris l'article 150 qui demande la désobéissance civique, pour empêcher que ces élections aient lieu. Et maintenant, enfin le dernier groupe, c'est un peu les gens que les gens appellent les groupes satellites que vous connaissez, le parti de l'ancien secrétaire général de Logia et de Fondo, le parti de Jésus-Christ Olympio UFC, et puis bien d'autres partis politiques. C'est pour vous dire que nous ne sommes pas sortis de l'ornière. Même si demain matin, on nous donne encore 1 an, nous ne sommes pas. L'opposition togolaise est dans un état lamentable aujourd'hui pour dire qu'on puisse aller à une élection de façon sincère et gagnée, sans qu'on ne se retrouve, ça je ne vois pas. Il faut que ces 4 groupes se retrouvent, fassent le point. J'ai même peur que les 4 groupes demandent que celui qui veut se présenter comme le candidat naturel de l'opposition ne le soit plus, parce qu'il a montré ses limites de rassembleur. Parce que quand vous voulez tirer les hommes et les femmes, commencez par avoir la première qualité, c'est bien celle d'être un rassembleur, pas un diviseur. Monsieur le Président, à vous entendre parler, on dirait que les 4 oppositions ne sont qu'un ensemble de factions qui se haïssent mutuellement. Ce qui explique un peu toute la métamorphose qu'a connue l'opposition togolaise. Parce que vous partez du phare, après c'est le front, ensuite CAP 2015, et pour finir en ce moment c'est Togo. Qu'est-ce qui explique cette fragilité de l'opposition? Oui, vous savez, les agendas ne sont pas, souvent c'est ça en Afrique, les agendas ne sont pas les mêmes. Et il faut que je le dise, il y a aussi le problème d'ego surdimensionné. Tout le monde se dit que si ce n'est pas moi, ça ne peut pas être l'autre. Donc si ça doit être l'autre, autant laisser celui qui est là. Moi, on entendait. J'ai lu, pendant que j'étais en Europe, j'ai lu un long mémorandum
que l'UFC a mis sur, qui trottine sur Internet en ce moment. Mais j'en étais malade parce que je ne pense pas que c'est comme ça qu'il faille faire la politique. Vous comprenez? Ils ont sorti un long mémorandum que je condamne au passage parce que nous sommes dans une période fragile. Et même quand vous connaissez des choses, je crois qu'on peut s'en passer et regarder plutôt le peuple. Bon, mais vous savez, les gens vous donneront toujours leur point de vue et leur position également. Voilà ce que la personne va faire. Parce que tant qu'on va axer les choses sur les personnes, on n'avancera pas. Nous, Jean-Pierre Fabre n'est pas notre problème. Nous, notre problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'empêcher ces élections-là. Et que si nous obtenons, pourquoi pas, moi si je peux être président de la République, je remplis toutes les conditions. Voilà, je remplis toutes les conditions pour l'être. Si nous obtenons aujourd'hui toutes les réformes que nous demandons, eh bien, je serai l'un des tout premiers à demander que l'opposition se retrouve pour faire une primaire en son sein et dégager le candidat le mieux placé pour nous représenter. Pourquoi pas? Au lieu d'aller à plusieurs, on peut même économiser, n'est-ce pas, cet argent pour le pays en allant avec un seul candidat et en face et en le battant en même temps. Président, merci. Je voudrais revenir dans cette même ligne d'ordre où vous parlez de cette opposition togolaise. Vous avez une machine en face de vous, une machine qui dure presque un demi-siècle déjà. Si vous parlez de faire un bloc, quel est le mécanisme que vous êtes en train de mettre en place pour assurer de faire un bloc commun contre cette machine qui existe, ça fait presque un demi-siècle? Ça ne va pas coûter seulement d'aller dans les rues, ça suffira-t-il à mobiliser les populations pour véritablement adhérer à votre idéologie? Je vous dirais que l'opposition togolaise est un peu comme certaines oppositions en Afrique centrale et aussi une partie de l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes pacifiques. C'est un peu ça. Nous sommes pacifiques. Nous n'avons jamais voulu la violence. Sinon, les jeunes sont prêts à prendre des armes. Mais nous ne voulons pas aller sur ce terrain-là parce que le Togo est un petit pays d'une bande de 56 600 km et je me demande même si elle fait encore 56 600 km avec les érosions côtières, avec les Ghanéens qui ont oublié même la limite et qui cultivent désormais sur le territoire togolais. Mais vous savez, nous sommes confiants. C'est le peuple. Seulement Togo refuse que certains utilisent mal ce peuple-là à chaque fois. Voilà. Il y a 5 ans, c'est le même cadre électoral qui a triché Jean-Pierre Fabre. Il y a de cela 5 années. Mais vous êtes là rallié derrière Jean-Pierre Fabre pour qu'il soit dirigeant, du leader du CAP 2015. Et je viens d'expliquer, on n'a pas dit de commencer la campagne. Parce que pour nous, la priorité, c'était et reste les réformes. Sans les réformes, il n'y aura pas. Président, vous savez que votre crédibilité se met un peu en question lorsqu'on sait que vous vous êtes rallié avec lui et qu'on sait qu'il mangeait avec l'autre, c'est-à-dire la famille et animale. Et vous étiez avec lui. Et aujourd'hui, vous vous êtes opposé, peut-être parce qu'en interne, il y a des choses qui se sont passées, qui ne vous arrangent peut-être pas. Non. Donc vous dites par la population. Non, vous savez, et je vais vous dire, vous faites un peu allusion à ce fameux mémorandum-là. Et moi, je ne veux pas aller sur ce terrain que quelqu'un, la mère de quelqu'un joue football pour rien de voir. Moi, c'est pas, ça ne me regarde pas. Moi, ce qui me regarde, c'est le peuple. Comment nous allons faire ensemble pour sortir le peuple de ces cordes-là, ou de ces chaînes-là, briser ces chaînes. C'est ça qui m'importe. Bon, maintenant, c'est vrai également que Jean-Pierre Fabre, en disant qu'il est candidat avec une mauvaise loi, j'ai eu peur. Ça, il faut dire la vérité, j'ai eu peur de lui. Parce que je ne peux jamais comprendre comment quelqu'un dont la même loi a consisté à tricher il y a 5 ans de cela et que cette loi n'a pas évolué, elle a même été renforcée. Parce que le Togo est désormais coupé en zone militaire, en zone de gendarmerie et en zone de police, s'il vous plaît. Et ça là, le gouvernement l'a fait il y a de cela 6 semaines. Donc, à l'approche de ces élections-là. Donc, c'est fait à dessein, c'est fait pour servir à quelque chose lors de ces élections-là. Alors, je ne peux pas comprendre pourquoi il va courir dans une mauvaise élection et appeler ensuite le peuple à descendre dans les rues
et se faire encore buter par les soldats. Ça, c'est très difficile pour moi de comprendre cela. C'est pour ça que je ne suis pas contre. Il est libre d'aller dans une élection. Vous avez vu la preuve, ils font leur campagne tranquillement et nous menons la nôtre. Ça veut dire qu'il faut empêcher la tenue de ces élections. La CEDEAO a répondu favorablement à notre appel. Le président en exercice, qui est le président du Ghana, Mamad Dramani, est venu à Lomé il y a 3 jours. Il a proposé que ces élections soient repoussées de 10 jours. Mais le problème n'est pas résolu. 10 jours ne vont pas résoudre le problème togolais. Nous avons dénoncé le fichier électoral en notre temps. Nous avons dit qu'il y a 350 000 doublons. Je vais vous donner un exemple qui va vous faire rire. Le fichier de 2010, il y a 5 ans, comptait 3 400 000 électeurs à peu près. Le fichier électoral au Togo de 2010. 3 ans plus tard, c'est-à-dire pour aller aux élections législatives de 2013, ce fichier révisé donnait 3 100 000 à peu près. Ça veut dire que l'année inférieure a un nombre d'électeurs supérieur à l'année supérieure. Alors que ça doit être le contraire. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je vous dis. C'est-à-dire, l'année 2010 a un fichier de 3 400 000. L'année 2013, qui est une année supérieure, a un fichier qui a 3 100 000 à peu près. Alors que le bon sens voudrait qu'en 3 ans, des enfants aient eu 18 ans, puis au Togo, il faut monter à 18 ans. Il faut que ces enfants-là aillent se faire enregistrer. Il y a eu des décès, certes, mais les décès n'ont pas dépassé. Il y a une certaine proportion quand vous approchez les statistiques. Il n'y a pas eu de cataclysme pour dire. Rien, il n'y a pas eu de tsunami. Il n'y a rien eu, sauf dans le mental des Nazingé. Ils se sont réveillés matin, ils ont dit bon, on va réduire encore la liste, comme les opposants critiquent cette liste-là. Et je crois qu'ils n'ont pas consulté un bon laboratoire pour pouvoir le faire. Ils n'ont pas consulté un bon laboratoire. Et nous avons parlé de 350 000. Les gens du CAP 2015 ont parlé de 21 000 doublons. Monsieur Alberto Olympio, qui était candidat, d'ailleurs le premier candidat déclaré l'année dernière, et à l'approche, il s'est rendu compte que le fichier n'est pas bon, a parlé de plus de 260 000. Là, il est beaucoup plus proche de nous. Et tenez-vous bien, vu la pression que les acteurs politiques faisaient sur le gouvernement était obligé de faire appel à l'OIF. On ne sait pas pour quelle raison ils ont fait appel à l'OIF. Peut-être que comme M. Fondaziba a soutenu l'élection de Mme Jean-Michel, il croit que peut-être il faut qu'elle rende la politesse en envoyant des gens qui vont venir nous tenir un langage pour nous apaiser. Non, je voudrais informer toute la diaspora togolaise de la primeur de l'information que je détiens. Et c'est hier, dans le train, que des amis m'ont appelé pour me dire, président, ça chauffe. Plus de 850 000 doublons pour la dernière révision de la liste électorale au Togo, qui compte un peu plus de 4 millions d'électeurs. Plus de 850 000 doublons, et nous ne pensons pas qu'en 10 jours, ces experts-là puissent corriger ce fichier. Il faut prendre le temps qu'il faut. C'est pour cela, au Front Togolais, nous pensons qu'il faille ouvrir plutôt une période de transition. Ça ne coûte absolument rien. Maintenant, c'est à nous, fils et filles togolais du Togo, de voir quelle sorte de transition nous voulons. Est-ce que nous allons faire une transition avec M. Fondaziba à la tête du pays, comme président de la République, et maintenant un Premier ministre, en nous appuyant sur l'ancienne constitution de 92, bien sûr, où la primature est une institution également. C'est-à-dire que le Premier ministre retrouve la plénitude de ses pouvoirs. Il est le président de la République, il est le chef de l'administration, il nomme à des fonctions civiles et militaires. Et tout. Il faut rétablir tout ça, comme ça, on fait une transition apaisée. C'est à nous de fixer le délai. Au bout de ce délai-là, c'est ce que l'on pense, au bout de ce délai, tous ces acteurs n'iront plus à aucune élection togolaise au Togo. Okay.
Monsieur le Président, lorsque vous n'avez pas parlé, on vous voit très optimiste. Et pourtant, rien n'a changé sur cette volet. Il nous souvient quand même qu'en 1993, malgré les dispositions qui empêchaient le président Yadema d'être candidat aux élections, il a quand même réussi à passer, rien ne l'a arrêté. Il nous souvient quand même qu'il fallait, selon la disposition des missions de l'armée, il fallait qu'il quitte la caserne. Rien n'a été fait. Mais vous avez pondu quelque chose qui est un peu extraordinaire en disant que la sagesse de l'opposition togolaise a permis quand même au président des élections. Oui. Aujourd'hui, en 2015, les élections présidentielles sont prévues le 24 avril prochain. 25. Le 25 avril prochain, autant pour moi. Jusqu'alors, il n'y a pas de réforme annoncée jusqu'ici. Imaginons l'instant que ces élections aient lieu. Vous ne pensez pas que votre cause est entendue d'avance? Non. Je vais vous dire, c'est à cela que j'étais proche d'Yadema. Nous n'avons pas suffisamment dit. En 93, avant bien 93, il fallait créer des passerelles pour permettre au général d'aller à ces élections-là parce que notre transition après la conférence nationale a été chaotique, extrêmement chaotique, avec un premier ministre choisi par les acteurs, le peuple, j'allais dire, mais une fois à la primature, le président Yadema l'a récupéré et à la fin de sa transition, il n'a rien pu faire. Et Yadema l'a renommé. Maintenant, il est devenu le premier ministre Yadema. Il n'est plus le premier ministre du peuple. Vous comprenez? Et pour la confession donc de la nouvelle constitution, il fallait donner des gages à Yadema. Et Yadema a vécu jusqu'à sa mort au camp, dans une caserne militaire. Ça, il fallait pas que l'opposition l'accepte à l'époque. Moi, j'étais du côté du général en ce moment-là. Et les pièges étaient là comme... Donc vous étiez au pouvoir. Oui, moi, j'étais proche de l'homme du pouvoir. Et donc c'est vous étiez au pouvoir. oui. Mais le fait que vous clamez que vous n'avez jamais eu de carte de membre du parti, j'étais quand même j'étais très lié à lui. J'étais pleinement dans le système avec lui. Et il ne me cachait rien. Il me soumettait même certains problèmes. Comme par exemple, je ne vous coupe pas, il aurait dit à son fils, lorsqu'on est au pouvoir, on ne lâche jamais. Non, ça c'est faux par contre. Ça, ce n'est pas des éléments. Mais c'est ce qui est vrai aujourd'hui sur le terrain, ça peut être. Non, ça a été. C'est-à-dire que le ça a été inventé par les enfants. Les enseignements du père. Non, ça a été inventé par les enfants. Et c'est une autre paire de manches, une autre fois on en parlera. Mais il m'a confié beaucoup de choses. Par exemple, la négociation pour qu'il puisse rester militaire et aller aux élections. Il m'a dit que s'ils veulent que ça passe, va dire à tes amis. Je faisais le pont. C'est moi qui allais vers ces gens. Je ne peux pas vous dire les noms aujourd'hui parce que ça ne fait pas bien. Tout le monde crie aujourd'hui qu'il est grand opposant, grand opposant. Il n'y a pas de grand opposant. Nous voulons qu'il y ait un changement. Nous voulons que le pays soit propre. Mais quand quelqu'un veut avoir le label, ou bien quelqu'un veut se faire passer pour celui qui a le plus de diplômes d'opposant, je dis non, chef, arrêtons ça. Parce que tout à l'heure, on a effleuré quelque chose, j'ai dit non, il ne faut pas ramener ça. Ce n'est pas une bonne chose de revenir toujours en arrière. Ça vous retarde. Mais, et Yadema avait obtenu toutes ces garanties avec le peuple togolais. Mais, dans le sens inverse, Yadema n'avait pas respecté ses engagements. Maintenant, il faut aller savoir pourquoi il n'a pas respecté ses engagements. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Est-ce que ce n'est pas toujours la mésentente des acteurs de l'opposition qui a conduit à tout ça? Vous savez, l'accord que M. Gilles-Christ Olympio a fait avec le RPT en mai 2010, cet accord était déjà en chantier avant que Yadema ne meure. Ce n'est pas en 2010 que Yadema a négocié avec Gilles-Christ Olympio. C'est faux. Il ne faut pas que quelqu'un vous trompe. Ça a commencé depuis 2010. Aujourd'hui, quand les gens crient que non, que Gilles-Christ a trahi seul, c'est faux. Ce sont eux qui portaient le sac de Gilles-Christ Olympio quand ils se rencontraient. Mais ce n'est pas grave. Aujourd'hui, c'est de l'histoire ancienne. Mais essayons plutôt de voir maintenant comment on va aller. Parce que quand vous redescendez dans l'histoire, M. Faure Gnassingbé a eu la chance de faire 10 ans au pouvoir grâce à l'accord politique global. Nous tous, nous avons pris part à ces négociations-là. On l'a laissé pour faire un mandat et non deux.
mais chemin faisant, toujours, c'est pour cela, peut-être c'est en cela que réside moi ma force. Je ne fais pas de langue de bois. Je n'aime pas le mélange des genres. Il faut dire la vérité et le passer. Ce que vous avez dit à 7h, à midi, répétez la même chose, à 19h, vous répétez la même chose. Parce que l'accord politique global a permis à Faure Gnassingbé de faire un mandat. Faure Gnassingbé, à la mort de son père, ne pensait même pas qu'il fera 2 mois à la tête du Togo. Attention, il avait dit de lui permettre de terminer le mandat de son père parce que la mort de son père les a surpris. Son système est lui. Donc, ils ont peur. Ils ont eu peur des représailles. Mais on s'est retrouvé à Abuja. On a élaboré tous les plans possibles. Mais après, vous avez vu, les grands opposants se sont... Le premier qui a été le premier ministre de Faure Gnassingbé, c'était Edem Kodjo, qui, sous le père, avait déjà été premier ministre. Vous avez vu, après l'accord, il fallait nommer un premier ministre de l'opposition pour mettre en exécution, du moins, l'APG, l'accord global politique. L'UFC a estimé que la primature lui revenait d'office. Mais le président Faure a pris langue avec des gens. Et on se retrouve entre opposants et on s'est rendu compte que tout est morcelé dans tous les sens. Les gens disent non, de quel droit l'UFC peut s'approprier. Et puis, eh bien, il y a une voix qui s'est élevée dans la salle pour dire, dans ce cas, il faut envoyer 3 noms à la discrétion du président. Il va choisir parmi les 3. Et j'ai dit à celui qui était en Mando, il vient voir. Les dés sont pipés. Dès que nous avons envoyé les 3 noms, M. Faure a mis exactement 5 heures de temps pour sortir du Chapeau-Son Docker, mettre Yaoundé à Boïbord, et l'UFC a refusé de participer à ce gouvernement-là. Vous avez vu également. Mais une partie des grands opposants sont allés s'asseoir avec M. Faure Gnassingbé. Et je vais nommer le professeur Léopold Minevi, grand physicien. Et je vais nommer le grand professeur Adoyon. Et je vais nommer Samy de Tobé, Jean-Louis, etc., etc. La dynamique était comme ça, cassée. Nous sommes dans la même situation encore aujourd'hui. C'est lamentable, c'est déplorable, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui porte sur lui la responsabilité d'aider le peuple. Attention, les intérêts parfois poussent l'homme à devenir autre chose. Oui, exactement. Pour rester dans le prolongement de ma pensée, restons un peu dans le cercle du pouvoir, pour que ça peut côtoyer le président évidemment. Et hier encore, vous étiez l'ami fidèle du père. Aujourd'hui, vous êtes l'adversaire acharné du fils. Certaines langues disent que cela justifie le fait que quand le fils est arrivé au pouvoir, il a revisé un peu l'entourage qui était dans le pouvoir du pouvoir. Alors certaines personnes sont venues mettre à l'étroit et d'où cet acharnement par rapport au fils aujourd'hui quand il... Non. J'ai dit tantôt que j'étais en exil quand le père est décédé. Ouais. Faure Gnassingbé, mon petit frère, le sait. Mon père travaillait, il se cherchait encore comme étudiant. Si quelqu'un doit parler de M. Faure Gnassingbé, de son cursus, je crois que je suis celui qui est le mieux placé. Mais ce n'est pas ça, ma priorité. Son père n'avait pas eu la chance de mettre les pieds même au collège, mais il a tiré le Togo pendant plus de 40 ans. De 1963, où le premier président togolais mourait, en 1969, il est devenu général 2 étoiles. C'est pour vous dire la prouesse. Il a quitté sergent de la coloniale pour devenir général 2 étoiles, s'il vous plaît, avec la complicité d'un bien passif actif de grands intellectuels du continent. Lequel de ces intellectuels n'a pas fait les pouvoirs de l'homme? A commencé par Ouad. J'ai mangé avec Ouad plusieurs fois. Les gens venaient chercher des soutiens, les gens venaient chercher des conseils. Oui, comme quoi l'homme a ses qualités et ses défauts. C'est comme ça que moi je tranche. Mais je dis aujourd'hui que M. Faure Gnassingbé est venu par un coup d'État au pouvoir. Ça, j'ai toujours condamné cela sur toutes ses formes. C'est un putschiste. Que M. Faure Gnassingbé fasse le ménage autour de lui ou non, ça le regarde, puisque je ne marche pas. Je ne marche pas sur la liste de Gnassingbé. Même quand j'étais ami du père, moi j'avais ma fonction. Ouais. Je vais à la ligne de ce dont vous venez de dire. A cité le président Faure Yadema qui disait, je cite, avant c'était une prise. Il répondait en fait à nos confrères du RFI et il disait, avant c'était une prise de pouvoir par l'Assemblée nationale.
alors que maintenant, c'est qu'une élection au suffrage universel. Fin de citation. C'est lui seul qui parle. Il maîtrise peut-être son universalité d'élection. Vous savez, aujourd'hui, M. Franck Nazingbe s'est embarqué. Mais ça aurait été même mieux pour lui de garder des gens comme moi. On a côtoyé, on a le père. Nous avons une certaine expérience que d'aller embarquer des gens comme Bawara qui viennent, qui nous poussent finalement dans les... Il devrait avoir des regrets ou bien c'est vous qui avez des regrets? Non, c'est lui, il a des regrets. Parce que si Franck Nazingbe avait des gens comme moi à ses côtés, je pense qu'on aurait mieux fait. On allait... Vous n'aurez pas modifié, vous Voilà. n'aurez pas demandé les réformes. Vous auriez pu demander les réformes Non. si vous étiez un peu plus proche du Oui, siècle. oui, on allait faire les réformes parce que un matin, ça va finir par exploser. Je vais vous dire pourquoi. Je suis de l'une des ethnies minoritaires du Togo. Les Gambiens ne sont pas majoritaires au Togo. Et quand vous prenez le Togo, de la frontière du Bénin, au centre du Togo, on appelle Blita, où M. Franck Nazingbe fut député, ils font à peu près 60% de la population togolaise. De ce centre à l'autre extrémité, qui touche le Burkina Faso, nous sommes 40% tout confondu là-bas. Vous comprenez? Vous comprendrez qu'un matin, ça allait basculer. Imaginez un peu les sudistes au pouvoir depuis 50 ans, se comportant de la même manière que M. Franck Nazingbe, son système aujourd'hui. Mais non. En bon camier que je suis, je vous le dis, sans aucune animosité, que nous allons les renvoyer par tous les moyens du pouvoir. Je dis bien, nous allons les renvoyer par tous les moyens au pouvoir. Monsieur le Président, je veux rebondir sur ce dont vous avez dit. Vous êtes déterminé, acharné, qui est alternance au Togo. Il doit y avoir. Vous voulez des réformes? Oui. Vous voulez que le fichier électoral soit revu? Oui. Vous voulez que la population vous fasse confiance et qu'il vous donne son mandat? Quel est votre plan de société pour ces populations qui vous écoutent et qui vous regardent? Je voulais rebondir ça parce que là, je veux compléter ce qu'il a dit là, parce que certains Togolais disent aujourd'hui que le programme de l'opposition, c'est de faire partie Franck Nazingbe, que cette proposition n'a pas de projet de société, donc pas d'alternative à proposer, pas de projet viable. C'était pour un peu ajouter Non, loi à son je suis désolé que les gens tirent des conclusions aussi hâtives parfois. Comment le Burkina Faso, les gens n'ont pas de société et projet de société? C'est faux. C'est faux. Comment est-ce que les gens n'ont pas de projet de société? Vous pensez que c'est un plaisir pour nous que chaque année, vous savez, l'année en cours, 2014, le Togo a eu encore plus de 49 000 nouveaux bacheliers. Plus de 49 000 nouveaux bacheliers. Oui, nous avons 2 universités saturées au Togo. Et nous sommes en train de proposer plutôt dans notre projet de société qu'il faille avoir une université pour le moment par région, comme nous avons 5 régions sur le territoire, une université par région. Et quand les moyens vont permettre maintenant les grandes villes, parce que quand vous prenez parfois une région, il y a 3 ou 4 grandes villes où il y a beaucoup d'affluence. Les Béninois viennent au Togo pour étudier. Les Burkinabés viennent au Togo. Les Ivoiriens, à cause de crise, et que ce pays a connu. Comment on va dire que nous n'avons pas de projet de société? Tous les enfants qui sont des universités du Togo font taxi-moto. Vous pensez que ça là, c'est un boulot? Ils font taxi-moto. Et c'est des enfants qui meurent avant l'âge de 40 ans. Parce que les poumons, à force de respirer les poussières, et là, tout est pollué. Et vous pensez que... non, nous avons, de grâce, nous avons un projet de société, y compris pour la jeune fille togolaise, la femme togolaise et tout. La jeune togolaise, par exemple, où est-ce qu'elle se retrouve dans votre projet de société? Non, il faut le voir. Vous savez qu'à cause de nous, les 2 grands marchés du pays ont été descendus. Parce que les gens estiment que ce sont ces femmes-là qui nous soutiennent. Quand ils disent qui nous soutiennent, qui soutiennent nos producteurs togolaises. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Mais aujourd'hui, il faut reconstruire ces marchés. Il faut dédommager ces dames. Parce que les gens ont perdu beaucoup d'argent. C'est des milliards qui doivent partir dans ces marchés. Il faut reconstruire. Il faut indemniser. Mais il faut rendre justice. M. Franck Nazingbe ne parle pas de ça. Lui, il a quel projet? Son projet à lui se limite à une seule chose, c'est l'armée togolaise. C'est tout. Il vient d'acheter 80 Land Cruiser que vous voyez dans le Sahel, avec quoi ils sont en train de traquer une petite bande de copains qui font trembler tout un pays, le Nigeria. C'est honteux. Il faut que les gens quittent le Cameroun, le Tchad. Vous avez vu
la coalition pour créer une petite bande de boîtes. Après 50 ans d'indépendance, les pays comme ça, ce sont des pays ça. M. Fonazingbe vient de doter l'armée togolaise de 80 Land-Cruisers d'un montant de plus de 5 milliards CFA. Vous pensez ça c'est énorme? Ça c'est un projet ça. Le Togo n'a pas un hôpital de référence. J'ai fait presque toute l'Afrique. Je connais le Cameroun de Yaoundé jusqu'à Kiribi. De Kiribi jusqu'à Maroua, Gandré, et je redescends, Tchad, Mbalamayo, tout je connais. Partout je passe, je vois des hôpitaux. Quoi qu'on dise, parce que s'il faut que j'ai aujourd'hui une vision sur ce pays, je vous citerai quand même, c'est un pays, c'est un modèle quelque part. Bon, maintenant, à chaque pays, c'est réalité également. Mais même quand je prends la RDC, au moins, il y a des endroits très éloignés où vous vous perdez, vous trouvez un hôpital où on peut soigner. Au Togo, aujourd'hui, vous tombez malade, vous allez tout droit au cimetière. Voilà un peu, c'est ça, un projet de société. M. Fonazingbe aussi n'a pas de projet de société. M. Fonazingbe joue sur la pauvreté. Vous comprenez? Vous avez vu, le Togo est en ébullition sur le plan social. Les syndicats se sont levés. Tous les jours, les enfants sont dans les rues. L'instituteur togolais, qui fait son bac 2, avec 3 ans de formation, gagne moins de 100 €. Il gagne exactement 51 000 francs CFA. Ça fait moins de 100 €. Et vous pensez que c'est un projet de société? Je pense pas. M. Fonazingbe n'a jamais travaillé dans l'administration pour connaître la peine que les gens ont. M. Fonazingbe n'a pas une femme dans son foyer pour savoir comment nos femmes souffrent au marché pour tourner la marmite. Il n'en a pas. C'est l'insouciance. Il faut que les gens aillent doucement. Si M. Fonazingbe veut, mais pourquoi il refuse des débats? Pourquoi, quand dit lui, candidat, de venir faire des débats contre les gens, il ne veut pas, on nous envoie des littéraires, des gens qui ont bûché, n'est-ce pas, des livres, machin. Lui, il a un tel projet. C'est son projet qui se limite à l'armée. Et pourtant, il y a une opinion togolaise qui dit, je cite, 25 ans de lutte, 25 ans d'échec pour l'opposition. Il faut balayer tous les anciens opposants pour une opposition naissante, peut-être de la nouvelle génération. Êtes-vous de cet avis? Vous savez, quand les gens parlent comme ça, souvent, c'est une réalité. Souvent, j'ai entendu, souvent c'est la diaspora, vous savez que vous qui avez fait des débats, vous êtes atteint par le syndrome d'excès de démocratie chez les Blancs. Comme vous êtes couverts là, vous vous moquez des autres qui sont dans les bourses. Mais je vais vous dire aujourd'hui, chef, il faut venir au pays. Mais si vous balayez quelqu'un, prenez la place et menez le combat. Oui. Venez plutôt soutenir le combat. Je saisis c'est ce que nous sommes en train de faire. Je profite d'ailleurs de ce que nous sommes en train de faire pour vous féliciter. Je vous remercie parce que me donner vos antennes, me tendre votre micro ce matin, vous ne savez pas combien ça me fait plaisir de lancer l'appel. Ce n'est pas seulement la diaspora togolaise, ce n'est pas seulement les Togolais qui vous écoutent, c'est toute l'Afrique, y compris même des Européens. Mais les Européens doivent avoir pitié de nous. Le Togo est pris en charge. Il y a un mois, en otage, pardon. Il y a un mois de cela, M. Fonazingbe vient d'accorder à la République fédérale d'Allemagne 2 cimenteries et des belles ciment. 2 cimenteries. Comment dans un pays où les gens crient que rien ne marche et tout, vous prenez le risque de venir investir? Mais c'est difficile pour nous. Et ça là, ça sape le moral de ceux qui luttent pour sortir le pays de ces cordes-là de l'oppresseur. Je dis 2 cimenteries, une dans le nord du Togo et une deuxième dans le sud du Togo. Et c'est pour booster l'économie quand même. Booster c'est une création d'emploi. Comment vous pouvez tirer à boulet rouge un pays qui vient vous aider pour étoffer votre économie? Vous savez, en termes de création d'emploi, je suis d'accord avec vous, mais qu'est-ce que les gens gagnent au finish? Vous savez que le Togo expérimente depuis bientôt 25 ans la zone franche. Mais on n'a rien. Chef. On n'a rien malheureusement. Parce que l'Allemagne ou les Allemands peuvent avoir la bonne volonté d'élever un peu les salaires. Mais voilà que le gouvernement ne veut pas. Le gouvernement se dit que si les gens sont trop à l'aise, ils ne peuvent plus faire à dessein ce qu'ils font. Vous comprenez? Alors nous, on ne demande pas en termes de choses. Les gens sont venus faire du business, ils vont faire le ciment, qu'ils vont importer dans les pays du Sahel, de l'Iterrand, à prix d'or, et puis de remplir les poches et laisser les Togolais toujours dans leur misère, dans leur querelle qui n'en finit pas.
Mais je reviens à la diaspora, à laquelle je voudrais lancer un appel. Oui, Monsieur le Président, avant que vous ne lanciez votre appel exactement, j'en reviens parce que je parle, vous l'avez décrit comme la 6e région. Oui. Donc vous y êtes maintenant. Qu'est-ce que vous attendez exactement de vos confrères, de vos concitoyens de la 6e région? Vous y êtes aujourd'hui. Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Grand merci, cher ami. Je vous cite un seul exemple. En décembre prochain, je vous enverrai le nouveau chiffre. 2014, toute la diaspora togolaise, Amérique centrale, Amérique du Nord, et Europe, toute l'Europe, y compris l'Asie et l'Afrique. Elle a envoyé sur le pays plus de 300 milliards CFA. Plus de 300 milliards CFA sous forme de Western Union, RIA, MoneyGram, Money Transfer, etc., etc. Et tout ça, vous savez, c'est parti. C'est dans les WC. Oui, c'est parti dans les WC. Pourquoi? Parce que cet argent n'est pas injecté dans l'économie du Togo. C'est envoyé aux parents pour acheter le riz. L'économie d'un pays. Je reviens donc à la ménagère. Imaginez un peu, 300 milliards dans une économie. Ça tourne, ce que ça peut donner et ce que ça va donner comme propulsion surtout de ce pays-là. Oui. Plus de 300 milliards. Oui, c'est une bonne chose. Il faut nourrir les parents. Mais en même temps, il faut se dire qu'il faut faire en sorte que ces parents-là sortent des cordes de l'oppresseur, du système en place, pour que notre pays devienne un pays normal, où tout le monde, avec peut-être 100 000 CFA d'aide, quelqu'un peut multiplier. Comme ça s'est fait sous d'autres cieux. Ça c'est fait. J'ai vu des gens au Cameroun, les Bamileke, ils ont démarré avec 150 000 CFA. Mais au bout de 5 ans, le monsieur me dit, mais voilà ce que j'ai réalisé. Voilà un peu ce que je veux aussi, le modèle de développement, ce que je veux pour mon pays. Oui. Je veux que la diaspora ait sorti des corps. Comment? Et ils connaissent. C'est financier. Comment? C'est financier. C'est financier. À vous? C'est financier pour tous les groupes politiques. Bon, d'accord. Je vais un peu embrayer dans... Il faut appuyer le combat. Effectivement, je vais un peu embrayer là-dedans parce que il y a toujours certains avis de Togolais qui disent l'opposition est accusée d'abuser la diaspora. C'est-à-dire, les opposants font des tournées et collectent des fonds. Et lorsqu'ils rentrent à Lomé, ils ne tiennent pas à leurs promesses. La preuve, certains sont prêts à aller aux élections présidentielles sans les réformes et l'audit du fichier électoral. Cela est une grosse déception pour la diaspora. Est-ce que vous êtes donc avec ce système de faire des choses, vous de l'opposition, ne pensez-vous pas que la diaspora a encore raison de se retenir, de se méfier pour mettre leurs fonds à votre disposition? Je suis d'accord avec vous parce que même moi, à leur place, je vais me méfier. Quand des gens collectent les fonds pour quelque chose et puis ils les détournent pour autre chose. C'est ça aussi la pluralité de l'opposition en Afrique. J'ai dit tantôt que tout le monde ne voit pas le combat au même niveau ou de la même manière. Il y aura toujours des profiteurs. Moi-même, je me suis opposé au CAP 2015 quand j'y étais. Je me suis opposé à ce qu'on nomme quelqu'un. Donc vous n'y êtes plus? Ils m'ont viré. Ils m'ont chassé. Oui. C'est nouveau ça? Oui, ils m'ont chassé du CAP et je suis dans Djoroé. Parce que je vous ai suivi il n'y a pas très longtemps, on vous a posé la même question, vous avez dit non, c'est un malentendu. Dans toutes les familles, il y a des petits problèmes, mais aujourd'hui c'est effectif, vous êtes viré. Il fallait, vous savez, je ne suis pas de nature à casser la dynamique de l'opposition. J'ai toujours couvert jusque là où on ne peut plus couvrir. Je suis obligé de vous dire ce matin cette vérité-là et demander des excuses par la même occasion à mes frères et sœurs de la diaspora. Je ne suis plus. Ils m'ont viré parce que j'ai dit que ça n'a pas de sens d'aller à ces élections sans les réformes. Et les gens que je suis en train de verser le sable dans leur gari. Donc, ils m'ont viré. Je ne suis plus du Cap, mais je suis dans Djogoué. Mais je crois que la diaspora est assez avisée. Elle sait démêler le vrai du faux. Elle sait qu'elle peut compter sur des hommes. Nous ne disons pas que nous n'avons pas de défauts, mais nous disons simplement de nous faire confiance. De nous faire confiance parce que
leur argent ou leur contribution va être co-géré directement. Voilà. Ça va être géré de la façon la plus claire pour tout le monde. Quand vous envoyez 100 000 CFA, vos 100 000, soyez sûr que ça va aller directement là où vous voulez que ça aille. Voilà un peu comment on fonctionne la Togo. Oui, je voudrais profiter de l'occasion aussi pour vous demander, après 30 ans de politique, vous le dites très souvent, 30 ans de vie politique, vous avez été très souvent dans beaucoup d'alliances. J'ai cité auparavant le phare, enfin, je ne sais pas si vous étiez, mais jusqu'à hier encore, CAP 2015. Ok. Avez-vous des regrets d'avoir rencontré certaines personnes, si oui lesquelles? Des regrets sûrs? D'avoir rencontré certaines personnes dans ces alliances, si oui lesquelles? Oui, vous savez, les regrets, on les aura toujours. Même avec votre propre femme, vous aurez aussi des regrets. Et je ne vais pas vous citer des noms, mais le moment va venir. Je suis en train de réunir mes mémoires. J'ai 35 cahiers de 200 pages depuis que j'ai commencé avec un débat jusqu'à ce jour. 35 cahiers, c'est pour vous dire que c'est une mine d'or. On exprimera les ressentiments, on dira les plaisirs, les déceptions et tout, le moment venu. Mais je voudrais repréciser que Tchoboé ne s'inscrira jamais dans l'optique d'aller à une quelconque élection sans réforme. Imaginez un peu que nous tous nous mettons ensemble pour pousser M. Favre à devenir président de la République togolaise avec une mauvaise loi. Le premier bâton qui va retourner, c'est contre nous. Il n'acceptera plus faire de réforme. C'est pour cela que nous nous opposons à ce que nous voulons une loi propre. Ça nous permettra de nous asseoir et de faire une alliance électorale. On sait qui doit faire quoi après avoir obtenu les réformes. Pour nous, aujourd'hui, nous ne parlons pas de partage du pouvoir. Nous ne sommes pas encore... Ce chapitre n'est même pas encore ouvert. Nous disons qu'il faut libérer le pays. Une fois libéré le pays, on fait maintenant une alliance électorale derrière un seul candidat et on sait, d'abord, comme l'armée togolaise est peut-être à 95%, Kabila, on peut dire, M. Kabou n'a qu'à être ministre de la Défense pour parler Kabila tous les matins à ses frères pour se calmer, etc. Tel va être ministre du Commerce, tel autre ceci, cela. Aujourd'hui, nous ne sommes pas encore dans ce schéma. Il faut libérer le pays. Si nous apportons M. Fabre avec la mauvaise loi, c'est contre nous qui va retourner le bâton. Je le dis de façon très sincère. Mais c'est un dilemme. Ah, Michel. C'est un dilemme. Et ça, il faut que les gens comprennent cela. Il faut dire la vérité. Pourquoi les gens sont pressés d'aller à ces élections avec une mauvaise loi? Et les gens disent que le peuple va descendre. Le peuple va descendre où? Il fait quoi? Vous connaissez très bien la négociation de l'armée togolaise. Il y a 5 jours, ils sont rentrés dans un canton au centre de Lomé du Togo qui s'appelle Gléi pour massacrer des familles entières des élèves qui réclamaient, n'est-ce pas, un bon traitement pour leurs enseignants. Et que fait l'opposition dont vous êtes? Qu'est-ce que vous faites? Vous ne sollicitez pas l'aide des organisations internationales, des bailleurs de fonds, attirer l'attention internationale pour qu'ils sachent véritablement ce qui se passe autour. Nous le faisons et grâce à nous, vous avez vu qu'une heure après, les images étaient sur Internet. Je veux parler de Tchoboé. Nous avons dénoncé. Nous avons fait une conférence de presse à Lomé, donc mes collègues ont fait une conférence de presse à Lomé pour attirer l'attention de la communauté internationale. Nous avons envoyé des courriers à l'ambassade d'Amérique et au groupe des 5, enfin les pays les plus représentatifs, y compris l'Union européenne, au Togo. Mais parfois, vous vous demandez s'il n'y a pas une complicité quelque part. Justement, je voulais en venir parce que lorsque vous dites que vous ne voulez, vous êtes unis, vous ne voulez pas assister, participer à ces élections, si pour autant il n'y a pas ces réformes, si pour autant le fichier électoral n'est pas revu, et que le pays est pris en otage. Oui. Lorsque vous dites que le pays est pris en otage et qu'il faut le libérer, comment estimez-vous que cette libération du pays devrait se procéder? Comment est-ce qu'on va le faire concrètement? C'est en cela que nous demandons aux États concrets. Oui, c'est en cela que nous demandons que nous mettons ensemble, en symbiose, nos forces. Il faut qu'on soit ensemble. Si on n'est pas ensemble, je vous ai parlé d'une opposition plurielle. Vous voyez bien que nous, je vais vous donner un exemple qui va vous faire peut-être, qui va vous attrister ou qui va vous faire sourire. Il y a de cela 2 semaines, le Front Tchoboé est sorti pour aller faire un sitting devant la CENI et réclamer l'arrêt du processus électoral.
Mais nous avons vu des gens qui ont dit non, il ne faut pas que leurs militants nous suivent. Des opposants? Oui, des opposants. Oui. Et ça a donné la force au régime. Ils ont sorti, si je mets des avis ici, vous allez voir les traces, ils nous ont chassés à coups d'eau chaude. Des camions qu'ils ont achetés en France, les cachets. Mais eux, ils mettent l'eau chaude. Mais comment est-ce que vous voulez que nous soyons dispersés et au même moment nous tenons le même langage? Ceux qui participent vont vous dire que c'est pour le bien du peuple. Nous qui ne participons pas, on dit que non, c'est aussi pour le bien du peuple. Il y a des gens qui disent que non, il faut suivre le fond d'Azimé. Toujours des opposants. Mais et vous voyez que les intérêts ne sont pas les mêmes. Et on ne voit pas que tout cela participe à la timidité des représentants diplomatiques. Et lesquels devaient vous venir en aide. Je voudrais également vous donner un exemple. Avant mon renvoi du Cap, les ambassadeurs des 5 puissances nous ont reçus. Et tenez-vous bien, ça ne s'est pas bien passé. Les 2 dernières rencontres, ils nous ont pratiquement traité de tous les noms d'oiseaux, surtout l'allemand. L'ambassadeur d'Allemagne a dit que pour lui c'est très difficile. Il est en poste depuis 7 mois seulement pour vous. Il dit pour lui c'est très difficile de comprendre que nous parlons de fraude massive en préparation alors que nous avons des représentants dans le CENI, au sein de la structure qui organise et qui supervise ces élections. Donc pour lui, tenez bien, un monsieur qui a fait de bonnes études, il est docteur. Mais il dit, pour lui, c'est un peu, il ne comprend pas comment nous venons gaillardement dire qu'il y a une fraude massive qui est en préparation. Et au même moment, nous avons des représentants qui touchent, tenez-vous bien, 1 million CFA par mois, qui roulent dans les voitures 4x4 que le gouvernement a mis à leur disposition. Vous comprenez que l'opposition envoie des gens qui n'ont rien gagné 35 000 CFA d'abord. Ça veut dire la moitié de 100 €. Et vous l'êtes propulsé un matin pour aller gagner 1 million, il ne peut que vous trahir et vous faire. Un mauvais coup. Ça revient sur ce que vous-même vous avez dit par le passé, que c'était une politique de vente. Voilà. Ça, je ne peux pas le cacher. Je préfère faire mon autocritique moi-même que ce soit l'autre qui. Monsieur le Président, j'ai une petite préoccupation. Je veux revenir sur vos propos. Vous avez dit dans une interview que vous êtes un petit parti, mais qui va se vendre cher. Oui. Ça voulait dire quoi? J'ai donné l'exemple tout à l'heure. J'ai dit que nous, on va libérer le peuple et ensuite il faut s'asseoir pour faire, n'est-ce pas, une alliance électorale. Et c'est vrai, nous sommes aujourd'hui. Vous envisagez aller à l'Assemblée nationale pour faire des réformes, parce que Faure lui-même acceptait déjà dans les années antécédentes que le pouvoir, avant c'était la prise de pouvoir par l'Assemblée nationale. Est-ce que vous irez à la même Assemblée nationale? M. Faure Gnassingbé, en renvoyant tout le monde à l'Assemblée nationale, savait pertinemment qu'il a la majorité. Très bien. Et que l'Assemblée ne peut jamais faire. On ne fait pas de consensus dans une Assemblée, c'est faux. Et ce qui est fantastique, c'est la première fois que nous faisons des élections et qu'il n'y a pas de rapport d'élection. Les élections législatives de 2013, il n'y a pas eu de rapport. Tenez-vous bien, un pouvoir fortement contesté comme celui de M. Faure Gnassingbé se retrouve avec 62 députés et 860 000 voix, élisant les 62 députés. Toute l'opposition réunie a 27 députés. Je précise bien dans les chiffres. Toute l'opposition, Alliance et ANC, a dit car PDP et AFD, plus sursaut au niveau de Kofi Annan, ça fait 27 députés pour un peu plus de 1 400 000 et quelques milliers de députés. Le ratio disparate. Très bien. Comment est-ce que vous expliquez cela? Nous avons. Mais c'est à vous de nous dire. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parce que vous êtes dans le couloir de la politique. Mais vous y étiez avant. J'étais en prison. J'étais en prison. Ah, ok. J'étais en prison. J'étais en prison. J'étais en prison et j'ai souffert de cela pendant près de 10-15 jours. Parce que dans mon mental, je ne comprenais pas comment quelqu'un qui est contesté puisse avoir cette majorité-là avec si peu de voix. Je sais que le découpage n'est pas bon, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Et si vous remarquez bien, mes collègues, c'est ça même qui m'a rendu malade à prison. Mes collègues n'ont pas contesté. Les gens se sont complets parce qu'ils se sont dit que voilà au moins l'aboutissement de leur combat. Oui, parce qu'aujourd'hui je suis député, j'ai une chambre. Moi j'appelle ça nommé André Couché.
C'est une petite chambre de 3 mètres carrés avec une ampoule chinoise dedans. C'est dedans les gens dorment. Un matin, ils se retrouvent à l'Assemblée avec plus de 1 million par mois. 300 litres d'essence par trimestre et tout. Et puis les gens se disent, tiens, moi, mon combat a eu son aboutissement, ça s'arrête là. Non, ce n'est pas comme ça. Et c'est ça même qui m'a rendu malade. Monsieur le Président, vous-même, oui, vous estimez comment est-ce que l'électorat qui est convive, comment est-ce que les Togolais, quel est le fondement de leur confiance en vous, que vous ferez la chose différente des autres avec qui vous avez fait? Je dirais peut-être que je me ressemble à un moment donné. Non, vous savez, la vie politique, elle est ainsi faite. Même en Europe, il y a ça. Vous avez vu aujourd'hui, l'Allemagne est dirigée par une coalition. Hier, c'était ça pour tout tirer, CDU, SPD, tout ça là, etc., etc. Nous aussi, nous sommes en apprentissage de tout cela. Ce n'est pas parce que vous avez fait avec le pouvoir que forcément vous êtes mauvais, c'est faux. Je veux faire une confidence. Blaise Compaoré, c'est un ami à moi. Mais un ami que je déteste. Oui, Blaise est un ami à moi, mais un ami que je déteste. Il le sait. Et quand on l'a renversé, il m'a envoyé un message qui me dit, Abbas, tu avais raison. Je lui ai dit, vous avez 8 ans. Laisse le vent souffler. Les gens contestent. Laisse le vent souffler puisque tu as 12 mois pour terminer ton mandat actuel. Pourquoi tu te presses? Laisse le vent souffler. Quand c'est trop rigide, ça casse. Quand j'ai raccroché avec lui, j'ai appelé Djibril Bassonné, qui s'est déclaré candidat pour les prochaines élections. J'ai dit, grand frère, j'ai venu de parler avec le PF, moi je l'appelle PF, président du Faso. Il a rigolé, il dit, ah, là, nous sommes. Il dit, oui, il faut mettre balle, mais vous avez 12 mois pour boucler. Mais vous savez, quand le pouvoir vous emballe et vous embarque, vous n'êtes plus un homme normal. Non, vous n'êtes plus un homme normal. J'ai vu ça avec Yadema. Yadema était un seigneur. Il s'est toujours pris jusqu'à la fin de sa vie comme un seigneur. Vous avez vu quelqu'un sorti du néant. Il a été recruté dans la coloniale. Il revient. Il devient président. Avion avec tout le luxe possible. Vous avez les robinets en doré, hein, couleur or doré. Chambre à coucher dans l'avion en l'air. Vous comprenez? Mais il n'est plus. Il faut approcher pour voir que l'homme est changeant. Oui, j'ai vu tout ça. Mais aujourd'hui, c'est toujours moi qui dis non, faites-nous confiance, ça ne doit plus se passer parce qu'au même moment que quelqu'un vit comme ça, à côté de lui, à 2 mètres, l'autre cherche un bol de riz pour manger avec ses enfants, il ne trouve pas. Oui. Moi, mon combat, c'est ça. Je ne veux pas que mon voisin fasse, les enfants de mon voisin fassent mes poubelles. Non, je refuse. Qu'on sort les poubelles de chez moi, je refuse que les enfants de mon voisin viennent fouiller dans les poubelles pour voir que je n'ai pas laissé un bout de pain. Non. Il faut que le pays puisse vivre normalement et que les richesses du pays puissent être normalement à tout le monde. Oui, Monsieur le Président, en 2013, vous vous souvenez, vous avez passé un peu plus de 3 mois de prison. 4 mois, 4 mois exactement, bon, pour l'affaire des incendies des marchés de Lomé et de Cara. Et en ce début de l'année 2015, vous avez échappé à un assassinat, plus précisément dans la nuit du 12 au 13 janvier. Mais les martyrs, ça n'existe plus un jour. Jusqu'où voulez-vous aller? Il faut que nous obtenions le minimum. Ça veut dire on doit faire des réformes. J'ai parlé d'institutions fortes pour notre pays. Je parle de vous, vous personnellement. Non, moi c'est encore que je suis sacrifice suprême. Les martyrs, ça n'existe c'est pas grave. plus. Sacrifice suprême. Jusqu'où êtes-vous pour aller? Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Vous savez, j'ai refusé beaucoup de choses. J'étais à l'hôpital à Paris, j'étais opéré, j'étais à l'hôpital. Quand les 2 marchés ont été incendiés, mais ce qu'on m'a proposé, je le sais, ce n'est pas des petits sous. Non, ça fait beaucoup. Quand vous avez 3 millions d'euros, chef, vous n'êtes pas loin de 2 milliards CFA. Vous pouvez les prendre et votre vie est assurée. Mais j'ai dit non, moi je ne mange pas de ce pain-là. Je ne me vois pas en train de
d'accuser des gens qui n'ont rien fait. C'est de toute façon par moi que cette conviction-là, que ce n'est pas l'opposition qui a incendié les marchés de Cara et de Lomé, est venue. C'est moi. Aujourd'hui, quand les gens font leur petit cinéma, c'est par moi qu'on a su que il y a quelque chose qui se passe. J'ai refusé. Lors de mon audition, j'ai exigé que ça soit inscrit dans le PV. Sinon, je ne signe pas le PV. Oui. Vous ne pouvez pas m'approcher d'accuser des innocents. Moi, j'ai des croyances. Je crois en Dieu. Moi, je crois en Dieu. Si vous voyez les petits pampins, quand j'en parle, ça me révolter. Vous connaissez mon mère? J'ai plus de 50 ans. Des bambins m'ont frappé comme un malpropre dans la rue. Vous comprenez? Non, je ne le ferai pas. Mais le taureau va être libéré. Avec ou sans les autres, le taureau va être libéré. Quel que soit la fin. Oui, Président, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une opinion qui vous trouve d'être un justicier, c'est-à-dire que vous portez la cause togolaise en vous, mais regrette quand même un peu que peut-être que si vous allez encore là aujourd'hui, c'est un peu à cause de votre naïveté. Vous allez dans les alliances où des gens tirent leur épingle du jeu, vous restez dans les couloirs, ainsi de suite. Et vous avez relevé tout à l'heure que vous avez une bonne proposition pour quitter dans votre quotidien quotidien. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment donné, tout cela prête un peu à confusion par rapport à votre personne? Si on peut vous voir de l'autre côté alors que vous avez votre propre logique. Non, pas du tout. Vous savez, dans la vie, il faut avoir une conviction. C'est que votre conscience ne vous envoie pas vers ça. Pourquoi il faut forcer? Peut-être c'est ça. Peut-être espérons que le moment viendra. Pour le moment, c'est pas le cas. Mais c'est retard pour vous. Je ne pense pas parce que je suis fonctionnaire d'État, je suis cadre, j'aurai ma retraite, mes enfants là. Cette retraite-là, j'ai deux petits gens. Ils ont envoyé les militaires et galvanisé les paysans que si j'approche ça, il faut me découper à morceaux, je ne vais même plus mes tecs. J'ai planté des tecs, des acacias et des eucalyptus, ils coupent, ils vendent, je ne dis rien, ils coupent. Je n'ai plus mis les pieds dans mon propre village, je suis interdit de quitter le monde depuis 3 ans. Mais ça va aller. À votre sortie de prison, il y a une scène qui a un peu attiré mon attention. Vous avez, avant de rentrer chez vous, fait le rite traditionnel de Kouméa. Je crois que c'est vous savez, chez nous, quand vous triche, vous vous embastillez, quand vous sortez, vous ne pouvez pas rentrer directement dans la concession. Il faut qu'on vous fasse des cérémonies. D'abord pour remercier les ancêtres. C'est de la magie? Non, ce n'est pas de la magie. C'est une façon de demander aux ancêtres de transmettre à Dieu vos remerciements. Parce que vous croyez encore que chez nous, quand quelqu'un meurt, il n'est pas parti. Il est encore là. Il nous protège. Et bon, peut-être que j'explique mal. Moi, c'est comme ça que on nous a appris cela et nous tous, nous avançons comme ça. C'est pour cela que j'ai fait donc, cette cérémonie-là avant de continuer. Président, je voudrais que vous regardiez directement dans la caméra, Oui. Et vous parlez à tous ceux qui vous regardent, toutes les Africains confondus, le fondement de ce combat. Oui, et aujourd'hui, il faut nous faire confiance. Frères togolais, togolaises, frères africains résidant en Europe ou sous d'autres cieux, le Togo est en danger. Faites-nous confiance. Soyez de notre côté. Soyez du côté du peuple oppressé depuis 50 ans. Pour que ce combat-là, cette année, 2015, nous le gagnons. Nous devons le gagner, ce combat. Ce système qui oppresse depuis 50 ans doit tomber. Mais quand ce système va tomber, il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Nous serons toujours Togolaises et Togolais. Ensemble, nous allons nous donner la main pour maintenant réaliser les réformes là. Ensemble, on va les réaliser.
Ces réformes sont capitales, primordiales pour le Togo. On ne peut plus continuer par évoluer comme on le fait. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Je vous remercie. Oui, merci Monsieur le Président. C'est moi un qui vous plaisir remercie. de vous avoir sur Africa TV Radio. Excusez de mon émotion. Sachant votre calendrier très étoffé, c'était un grand plaisir de vous avoir ici aujourd'hui en direct de Munich. Et nous vous souhaitons un bon séjour parmi nous et d'avance bon retour à l'autre. Merci beaucoup. Merci. Il faut m'excuser. Merci, monsieur le l'émotion. L'émission d'Africa TV Radio à cœur ouvert. Nous avons reçu aussi aujourd'hui M. Abbas Kaboua, un féru de la politique togolaise qui est de passage ici à Munich. Nous souhaitons vous rencontrer dans nos prochaines émissions, c'est peut-être Dieu. Inch'Allah. Il y avait Black Etiba à la coordination, assisté de Steve Nembo, et comme invité, Abbas Kaboua, comme je l'ai dit, sous la supervision de Abdou Kader. Au revoir bientôt. Merci.